Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby. On va faire le débrief de cette quatrième et avant-dernière journée du tournoi des 6 nations. On va revenir sur les 3 matchs: Italie, Écosse, Angleterre, Irlande ou encore le fameux Pays de Galles, France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Juste après la fin des grandes compétitions, vous avez les shorts sur YouTube et les TikTok. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis, vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Allez, on commence tout de suite avec cette journée du tournoi de destination. Elle était importante pour voir si l'Irlande continuerait sa domination, si l'Italie pouvait enchaîner et quel allait être le niveau de l'équipe de France. On commence tout de suite avec Italie-Écosse. Et cette victoire de l'Italie face à l'Écosse à domicile, une équipe écossaise qui pourtant avait plutôt entamé le match du bon pied et qui a ensuite eu un petit peu plus de mal en deuxième partie de rencontre. En deuxième mi-temps, ça a été beaucoup trop léger de la part de cette équipe d'Écosse qui, après les 3 essais, l'essai de Schumann, c'est une équipe vraiment bien emmenée. Et puis derrière, ça s'est un peu délité au fur et à mesure de la rencontre. Les joueurs rentrants n'ont pas eu beaucoup d'impact face à une équipe d'Italie qui est toujours restée au contact, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été larguée, cette équipe italienne, et qui a fait énormément de mal à la défense écossaise sur ses actions, encore une fois, en première attention. C'est vraiment dans ce domaine-là où ils sont très très forts, ces joueurs italiens, si sur ce jeu comme ça, on va dire ces inspirations de jeu où ils ont vraiment progressé, je trouve, avec Gonzalo Quesada. C'est un domaine où ils étaient peut-être un peu trop, je dirais, scolaires dans leur approche du rugby les dernières années. Et là, ils ont vraiment pas mal de très bonnes inspirations, pas mal de tentatives, de combinaisons. Alors parfois, il y a encore un peu trop de prise de risque, même si ça a été un peu moins le cas dans ce match face à l'Écosse que notamment le match face à l'Irlande, ou même le match face à l'Angleterre, où il y avait eu des prises de risque parfois inutiles. Mais sur ce match-là, moi j'ai trouvé du très bon jeu de la part des Italiens. Et puis ils enchaînent, surtout c'était important pour eux d'enchaîner après le match nul face à l'équipe de France, une équipe de France qui n'avait pas réussi à marquer, notamment en première mi-temps. Et bien là ça a été bien, avec encore une fois une Italie qui a été meilleure en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps, ce qui n'était absolument pas le cas auparavant. Cette équipe italienne a été très bonne en première mi-temps, souvent elle arrivait à menacer les gros adversaires en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps ça se délitait au fur et à mesure de la rencontre. Là j'ai trouvé que l'entame de jeu des Italiens, comme lors du match face à l'Angleterre ou même face à l'équipe de France, n'était pas exceptionnel. Par contre en deuxième mi-temps il y avait vraiment du très très bon jeu. Donc voilà, j'ai vu des choses très sympathiques du côté de cette équipe italienne. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé du côté de l'Italie, eh bien encore une fois, c'est les actions en première attention. Ça, c'est vraiment ce qui fonctionne extrêmement bien du côté de cette formation. C'est un domaine où vraiment ils arrivent à faire du très très bon boulot sur ces attaques en première attention. Ils ont été très bons aussi au niveau du premier plaquage. Je trouve qu'ils ont été assez bons dans ce domaine-là. Ce que j'ai noté aussi, c'est pas mal cette folie, voilà, encore en attaque. Ce que je disais sur cette première attention, c'est que c'est une équipe qui ose beaucoup plus qu'auparavant. Alors même si parfois c'est un peu trop, il va falloir replacer un cadre, mais pour cela il faudra encore un petit peu de match, un petit peu de vécu pour ce groupe. Mais je trouve qu'il y a un peu de folie dans cette équipe italienne, ce qui fait qu'elle est dure à bloquer défensivement quand elle commence à mettre en route. Et puis par contre, ce qui m'a manqué, c'est un peu de justesse technique. C'est vrai qu'à certains moments, c'était un peu difficile du côté de cette équipe d'Italie,
Quelques fautes également qui auraient pu ne pas être concédées. Et puis on s'aperçoit que c'est quand même une équipe qui marche au moral énormément. Quand je dis que ça marche au moral, c'est-à-dire que là on sent que c'est une période qui leur réussit bien face à l'Italie, face à la France, mais pardon, à l'Écosse et face à la France, mais qu'il y avait eu toute une période où ça avait été compliqué pour cette équipe italienne. Et tu sens que dès qu'une équipe commence à enchaîner un petit peu les essais, c'est compliqué. Notamment, je pense à un moment, en fin de première mi-temps, on a l'impression qu'ils y croient plus tant que ça. C'est également le cas face à l'Angleterre, où tu sens qu'à un moment, au milieu de deuxième mi-temps, ils commencent à lâcher un petit peu le match. Ça, c'est des situations où il faut éviter. Alors, je ne sais pas si c'est... moi, je pense que c'est dû au moral, si ce sont des sauts de concentration, mais c'est des choses qu'il va falloir éviter les prochaines fois. Donc, non, match assez intéressant d'Italie. C'est pas parfait du côté de l'Italie encore. Il y a encore des éléments à travailler. Mais je trouve que c'est une équipe voilà, qui progresse du côté du tournoi de destination. Ça permet de voir aujourd'hui que la densité dans ce tournoi de destination, elle est assez forte entre les très bonnes équipes et les équipes, on va dire, du bas de classement. Contrairement aux années précédentes où il y avait vraiment des vraies différences entre l'Irlande, la France et de l'autre côté le Pays de Galles et l'Italie, on sent que ces écarts-là se sont vraiment réduits et ça fait du bien parce qu'on va avoir un tournoi qui, dans les prochaines années, va être très compétitif et surtout il faudra se battre sur chaque match et pas avoir de difficultés. Du côté de l'Écosse, mais encore une fois, l'efficacité. C'est vrai que dans les 22 mètres, c'est une équipe qui arrive à marquer très vite, notamment en première mi-temps. C'est une équipe qui est vraiment très efficace. Encore une fois, ce jeu de trois quarts, beaucoup de précision en première mi-temps. Le problème, c'est qu'on a l'impression que ça se délite au fur et à mesure du match. En fait, l'Écosse fait une très bonne première mi-temps. Je trouve que la première mi-temps de l'Écosse est très bien. Comme ce qu'ils avaient fait également face au Pays de Galles, où ils avaient fait une excellente première mi-temps. Et un peu comme face au Pays de Galles, en deuxième mi-temps, ça s'écroule complet. Ça s'écroule complet avec des difficultés à avoir le ballon en deuxième mi-temps, contrairement à ce qu'ils avaient en première mi-temps. Des fautes offensives. 5 pénalités offensives concédées quand même dans cette rencontre, c'est beaucoup trop. 12 pénalités dans le match, c'est un petit peu trop également de la part de l'Écosse, surtout qu'en face l'Italie a été très performante dans ce domaine-là. Souvent parce que les joueurs écossais ont tendance à s'isoler, sauf Van der Merwe, mais c'est vrai que certains joueurs offensifs ont tendance à oublier qu'il faut des soutiens à certains moments, donc c'est-à-dire qu'ils s'isolent, les soutiens donc mettent du temps à arriver, et derrière ils perdent le ballon face à des Italiens qui sont pas mauvais pour gratter les ballons. Et tout ce qui marchait bien en première mi-temps, c'est-à-dire la précision, l'efficacité, les trois gardes performants, ce qui fait qu'ils arrivaient à tenir un match fou et à quand même enquiller les points sans que les Italiens n'en mettent trop, et bien en deuxième mi-temps ça n'a pas marché et surtout pour moi il y a quelques errances défensives du côté de cette équipe écossaise, mais c'est une défaite qui fait mal de la part des Écossais parce que le tournoi est loin d'être parfait. Ils vont se retrouver en plus face à l'Irlande le week-end prochain, une Irlande qui voudra finir sur une bonne note, face à une équipe qui a été un cauchemar pour eux lors de la dernière Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était le dernier match du groupe B, ou avant-dernier match du groupe B, et l'Écosse devait gagner face à l'Irlande pour pouvoir se qualifier, et ils étaient passés complètement à côté de leur match. Donc ça va pas être évident pour cette équipe d'Écosse, mais on va dire c'est un peu toujours la même chose depuis 2015-2016 pour cette équipe d'Écosse. C'est qu'on voit qu'ils sont pas très loin du très haut niveau, c'est-à-dire des équipes qui sont capables d'aller jouer des très bons résultats en Coupe du Monde, mais il leur manque quelques domaines de compétences, quelques petits trucs pour aller chercher les meilleures équipes, parce qu'ils sont pas loin, hein. Ils sont pas loin d'une équipe comme l'Irlande, mais il y a toujours un petit truc qui coince. C'est ça qui est dommageable du côté de cette équipe d'Écosse. Donc ça fait un match moyen pour cette équipe écossaise, même un mauvais match avec la défaite face à l'Italie. Plus-moins d'un côté comme de l'autre. Du côté de l'Italie, en plus, j'ai mis Menoncello. Je trouve qu'il a apporté quelque chose à cette équipe. Menoncello, et je l'ai trouvé très très bon encore sur ce match. C'est
pas du tout la même équipe derrière que l'année dernière, offensivement. L'année dernière, on se contentait de Ioane, et c'était un peu Ioane qui devait faire la majorité du boulot. Là, on a un très bon match du côté de Menoncello. Et en plus j'ai mis également Page Melo. On ne l'avait pas vu sur les autres matchs. J'ai trouvé très bon Martin Page Melo, donc Page Relo, pardon. J'ai mis Melo, c'est Relo. Qui a été très bon également sur ce match. C'est l'un des Italiens, je pense, qui est le plus en vue en première mi-temps et qui permet à cette équipe d'Italie de rester au contact de l'Écosse. Donc ça a été un joueur important. Parmi les flops, j'ai mis Ferrari. Je trouve qu'en mêlée, il a été en difficulté. Je trouve qu'en fait, il apporte pas grand-chose dans le jeu. Je trouve qu'il n'est pas très rapide. Il met du temps à arriver au soutien. Donc je trouve que c'est pas un joueur très intéressant. Et puis j'aurais pu mettre également Garbizzi parce que il y a encore des points qui passent à côté au pied. Ça a été compliqué au pied pour lui. Voilà, il aurait pu être meilleur dans ce domaine-là. Je trouve voilà, il a raté une transformation et qui n'était pas extrêmement compliquée. Donc c'est un peu compliqué du côté de Garbizzi qui manquait de confiance. Du côté de l'Écosse, j'ai mis en flop Gilchrist. Je trouve que c'est un domaine où ils étaient plutôt pas trop mal sur les deuxième lignes. Je trouve que Gilchrist était un bon deuxième ligne dans un domaine où pendant très longtemps ça avait été vraiment très difficile pour les Écossais sur le vide de devant. Sur ce match-là, j'ai trouvé qu'il était assez inexistant en fait, hein, Gilchrist. Et puis en plus, j'ai mis Van der Merwe. Parce que, comme je disais, cette équipe on a souvent l'impression qu'ils se coupent de leur soutien. Et Van der Merwe, dans son intelligence de jeu, est vraiment bonne. Même si, et c'est un peu le même problème que je reproche aussi à Damien Penaud, c'est que quand son équipe est en difficulté, souvent il a tendance à sombrer avec son équipe. Alors ça a été moins le cas là, face à cette équipe d'Italie, mais j'ai souvent tendance à avoir un Van der Merwe que j'aimerais qu'il ait cette capacité de sublimer, on va dire, une équipe un petit peu en difficulté, ce qui, je crois, n'est pas le cas de la part du joueur écossais. Bon, on regarde tout de suite le deuxième match. Angleterre-Irlande, ce deuxième match. C'est pas un match facile, hein. L'Irlande qui tombait face à une équipe anglaise. Équipe anglaise qui n'était pas exceptionnelle, qui avait battu l'Italie, mais qui avait été battue notamment face à cette équipe écossaise qui était passée à côté de ce match face à l'Écosse. C'était pas un bon match de la part des Anglais. Je trouve qu'ils avaient raté pas mal de choses. Je pense qu'on a bien travaillé pendant ces 2 dernières semaines. Je pense que voilà, il y a eu une grosse préparation sur ce match face à l'Irlande, qu'on a repéré des choses qui n'allaient pas du côté de l'équipe d'Irlande et qu'on en a profité, que cette équipe d'Angleterre a fait une très belle partition face à une équipe d'Irlande qui certes avait gagné ces 2 derniers matchs face à l'Italie, face au Pays de Galles, mais à chaque fois on avait eu des erreurs. C'est contrairement au match face à l'équipe de France où tout avait été fait à la perfection. Sur les 2 derniers matchs, il y avait eu des erreurs. Alors, face à l'Italie, les Italiens n'avaient pas su en profiter et surtout les erreurs s'étaient vraiment concentrées sur le premier quart d'heure, les 20 premières minutes. Face au Pays de Galles, déjà ça avait duré un peu plus longtemps avec un Pays de Galles qui avait réussi à être accrocheur face à cette équipe d'Irlande avant que l'Irlande arrive à s'échapper un petit peu dans un match où, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Aviva Stadium était complètement mort en termes d'ambiance. Il n'y avait pas du tout d'ambiance. Et là, cette équipe d'Irlande, elle passe à côté. Elle passe à côté. Alors, vous allez me dire, elle passe d'un rien, l'écart est que de 3 points. Oui, mais quand on voit ce qu'a raté l'Angleterre, notamment George Ford au niveau des transformations de pénalité, oui, l'équipe d'Irlande aurait pu être avec un écart de points bien plus important et peut-être même ne pas réussir à récupérer le bonus défensif. Ce qui montre que dans cette équipe d'Irlande, alors contrairement à l'équipe de France, je trouve que beaucoup plus de joueurs ont réussi à passer à autre chose après l'élimination face à la Nouvelle-Zélande, mais il y a quand même certains joueurs qui, je trouve, n'ont pas un énorme rendement. Je pense à notamment Peter O'Mahony, mais pas seulement, qui, je trouve, font pas un très bon tournoi des destinations pour le moment et qui ont du mal à renquiller sur un nouveau cycle. Et on va voir ce que ça va donner pour la suite du côté de l'Irlande. Ce que j'ai aimé du côté de l'Angleterre, c'est la possession. C'est une équipe qui a eu énormément le ballon en main.
52-48. Et ce qui a fait que quand tu as la possession face à l'Irlande, déjà tu leur enlèves certaines munitions parce que l'Irlande, c'est vrai que c'est un jeu où quand t'as pas la possession, ça devient l'enfer. Ça devient vraiment un cauchemar et eux, ils arrivent enquillés. Et le fait d'avoir la possession, ça leur a permis d'être dans le camp adverse pendant très longtemps, de ne pas avoir ce souci-là en termes d'occupation. Ils sont à 60% contre 40 d'occupation face à l'Irlande. Donc ballon, possession, occupation du terrain. Donc ça a bien marché. Avec une défense qui était bien en place du côté de l'Angleterre, qui, contrairement aux autres matchs, a réussi à plutôt bien tenir face à l'Irlande, parce que moi j'avais vraiment peur, notamment de James Lowe, alors qui a fait un peu mal quand même à cette équipe d'Angleterre, mais je m'étais dit, l'équipe d'Angleterre a un gros souci, c'est les changements de rythme défensivement, c'est-à-dire que dès qu'elle se fait transpercer un petit peu, c'est comme devient très compliqué, la défense a du mal à se replacer rapidement, c'est une équipe qui a beaucoup de soucis dans ce domaine-là, depuis de quelques temps quand même. C'était déjà le cas là, sur le dernier tournoi destination, le match face à l'équipe de France, la défense n'arrive jamais à se replacer. Et là, je trouve que du côté de cette équipe anglaise, on a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Ça joue simple, mais ça jouait bien. Alors ça reste simple. Ça veut dire que défensivement, si tu es en place, techniquement, ça doit pouvoir être contrable, hein, ce que fait l'Angleterre. Mais ça jouait bien. C'est-à-dire qu'il y avait suffisamment de talent individuel pour que ça fonctionne. Notamment, je pense à Ben Earl, mais je pense aussi à Freeman, je pense aussi à Oliver Rance. Tous ces joueurs-là, je trouve, ont beaucoup apporté avec leur talent individuel sur du jeu qui était certes simple, mais que l'Irlande a eu beaucoup de mal à contrer. Ce jeu anglais. Et puis, le seul problème, ça a été la précision. Déjà, le gros problème, ça a été la précision des tirs, hein. Ça, c'est vrai que ça a été un vrai souci. Deux pénalités manquées, pardon. Une transformation réussie pour deux transformations manquées. Encore une fois, avec ces deux transformations manquées, ça fait 4 points. Les deux pénalités manquées, ça fait quasiment 10 points en vol et en route. Donc l'écart est certes de que 3 points de 1 point de différence. Mais pour moi, l'Irlande aurait pu ne pas avoir le bonus défensif, ce qui nous aurait presque arrangé, notamment du côté de l'équipe de France au niveau du classement. Et puis avec une équipe qui n'a pas réussi à mettre son jeu en place, hein, cette équipe d'Irlande. On regarde l'Irlande. Alors oui, il y a toujours la conquête. Ça reste un domaine, je dirais, qui marche bien. On voit que c'est vraiment une situation, un secteur où ils sont toujours très performants, notamment dans les zones de ruck, où ils arrivent à gratter énormément de ballons. Donc ça, ils l'ont encore fait sur ce match-là, avec 4 ballons volés dans les rucks. Même si j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de rucks longs, contrairement à ce que fait l'Irlande. L'Irlande, normalement, c'est beaucoup de rucks très rapides. Et là, on voit par exemple 21% des rucks ont duré plus de 6 secondes, ce qui est très long. Ce qui montre quand même qu'on n'a pas réussi à mettre son jeu en place, peut-être gêné par le gros travail des avants anglais. Pas dans le coup, en fait, ce que j'ai noté, c'est pas dans le coup, c'est-à-dire que ce que j'avais noté pour l'équipe de France face à l'Italie, j'avais dit, cette équipe, putain, elle n'était pas concentrée sur le match, on avait l'impression qu'elle n'arrivait pas à se mettre, à rentrer dans sa rencontre. J'ai eu cette même impression-là du côté de l'Irlande, avec un début de match hyper timide, où tout de suite tu sens que ça va pas être si facile que ça, parce que cette équipe elle a du mal à mettre en route. Premier essai à la 43e, première mi-temps où certes il y a la pénalité de Crowley, parce qu'encore une fois ils font un peu trop de fautes du côté de ces Anglais, mais tu sens qu'il y a un vrai souci en tout début de match de ce côté-là. Et puis après derrière, en deuxième mi-temps ils n'arrivent pas plus à accélérer. On aurait pu penser première mi-temps compliquée, puis deuxième mi-temps où ça commence à vraiment mettre rapidement dans le rythme. Mais non, ils n'arrivent pas plus à le faire. Voilà, pas dans le coup, tout simplement. Par exemple, beaucoup de fautes. 8 fautes quand même dans cette rencontre, dont un carton jaune. Et à un moment, il y a un enchaînement de fautes. Les Anglais auraient pu obtenir un carton jaune bien plus rapidement. Et puis, la justesse technique, quoi. Beaucoup de ballons perdus.
dans cette rencontre, sans forcément faire énormément de choses. Parce que l'Angleterre perd des ballons, mais ils ont quand même tenté des choses offensivement, et tu sens qu'ils n'y arrivent pas. Il y a 4 pénalités offensives concédées, notamment des zones avant. Mais du côté de l'Irlande, ouais, ça manquait de justesse technique, beaucoup de ballons perdus, je trouve. Enfin voilà, ça aurait dû être mieux fait. Même au niveau des plaquages, ils ont raté plus de plaquages que l'Angleterre. Alors l'Angleterre qui est très bonne défensivement. C'est vrai que là aussi, c'est un domaine où ils ont progressé, je trouve. Même s'il y a encore des soucis. Hein, mais l'Angleterre, entre le dernier tournoi à destination et là, je trouve que Borthwick a fait vraiment du bon travail au niveau défensif. C'est vraiment très très bien ce qu'ils arrivent à faire. Mais ouais, un jeu qui a été compliqué du côté de l'Irlande, tout simplement. On est passé à côté de cette rencontre. Plus, moi, du côté des joueurs, plus Ben Earl, très bon. Ben Earl, ouais, très très bon sur cette rencontre. J'ai bien aimé ce qu'il a fait. Voilà, offensivement, mais comme sur le dernier match, il avait déjà été très bon face à l'Écosse. En flop, j'ai mis Ford. Bah ouais, trop de ratés au niveau des coups de pied. C'est-à-dire que c'était le match qu'il fallait pas rater. Parce qu'en plus, tu avais Marcus Smith qui était derrière dans l'équipe. Donc tu savais que c'était vraiment un match qu'il fallait pas vraiment rater. Et ben George Ford, il l'a raté. Voilà, et quand on a vu arriver Marcus Smith, l'équipe d'Angleterre a encore passé un cap. C'est dommage pour George Ford parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu le résumé de sa carrière. C'est un mec qui n'a pas réussi à faire les belles performances sur les matchs où il était attendu. C'est un mec qui a réussi parfois à faire des super matchs. On se souvient face à l'Argentine l'année dernière où il marque 50, enfin je sais plus, 4 drops, un truc comme ça. Il marque tous les points de son équipe. Il fait un super match et puis des fois c'est beaucoup plus compliqué pour George Ford. Là, je pense qu'il savait qu'il avait la pression. Tu peux pas rater 10 points au pied de cette manière-là. Donc ouais, je pense qu'on verra Smith sur le dernier match face à l'équipe de France. Irlande, en plus Bundaki. J'ai hésité entre Love et Bundaki. Parce que Love, il a fait mal quand même aux défenseurs anglais. Il a réussi à trouver des espaces. Bon, il marque un essai, 2 essais même, hein, Love. Donc il est très important. Mais je trouve que Bundaki, il arrive aussi à creuser des percées qui sont importantes. Et un flop, j'ai mis O'Mahony. Encore une fois, c'est un mauvais tournoi à destination pour lui. Je trouve qu'il n'a pas son rendement habituel. Là, il se prend en plus un jaune, mais qui est justifié, parce qu'au bout d'un moment, il n'est pas dedans. C'est une faute un peu bête, en plus, son carton jaune, il rampe un peu au sol. Enfin, une erreur un peu stupide de la part de Peter O'Mahony. Ouais, match qui n'a pas été simple voilà, pour l'Irlandais, et un tournoi qui n'est pas facile pour lui. Il a été sorti après son carton jaune, hein, donc ça montre aussi que n'a pas été forcément satisfait. C'est un joueur qui est assez rarement sorti, donc voilà, c'était pas un match parfait de O'Mahony et ça serait bien de se remettre dedans. On regarde le dernier match, Pays de Galles-France. Victoire de la France, 45-24, avec un très bon match offensif de la part de cette équipe de France, 56% de possession de balle, 66% d'occupation du côté de cette équipe de France. On va revenir un petit peu sur cette rencontre. Elle était importante cette rencontre hein, parce qu'on enchaînait des performances très moyennes depuis le début du tournoi. Les 3 premiers matchs n'avaient pas été bons. Le match nul face à l'Italie, on doit gagner ce match et on doit réussir à se le rendre plus facile, notamment en première mi-temps, avec un carton rouge. Le match face à l'Irlande, où là encore il y a un carton, mais en plus on passe complètement à côté du match, même à 15 contre 15. Derrière, le match face à l'Écosse, où on gagne, mais face à une Écosse qui fait vraiment pas une bonne rencontre, notamment avec les passes catastrophiques de Ben White. Et grâce à un essai, quand même, il y a une décision d'arbitrage qui nous favorise quand même. Alors, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté Van der Merwe qui aurait pu prendre un jaune et cette pénalité. Mais sur l'action où nous on marque un des essais, forcément, c'est une décision quand même arbitrale qui aurait pu être différente et qui nous aurait mis bien plus en difficulté. Donc, il fallait redresser la barre. Choix fort quand même de Galtier qui a décidé de mettre des joueurs importants au repos, d'introduire des nouveaux joueurs. On sait que c'est pas forcément sa force à Galtier ces dernières années. Il aimait bien s'entourer d'un groupe, on va dire, assez de mecs assez récurrents. Et là, il s'est dit oui, faut jouer là-dessus.
Et il a tenté de mettre un petit peu de sang frais. Ça a apporté beaucoup de bien à cette équipe, de sang frais. Je pense que ça a fait du bien aussi aux titulaires. Que ça soit Olivon, Kroos, Aldrit. Je les ai trouvés mieux encore que sur le match précédent, même si j'ai mis un Charles Olivon en flop. Mais j'en parlerai pourquoi. Et puis une équipe du Pays de Galles qui reste trop faiblarde dans certains secteurs du jeu. C'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs. C'est beaucoup de jeunes joueurs. C'est pas simple. C'est pas simple d'arriver à 22 ans en équipe nationale. Dans une situation aussi au niveau de la fédération, c'est pas facile. Avec tu sens un manque de moyens et t'as beau avoir Warren Gatland. C'est pas un magicien non plus, Warren Gatland. Hein, c'est un entraîneur, donc il peut pas faire des miracles. S'il n'a pas forcément les gros talents sur le terrain, c'est difficile. Warren Gatland, il a certes été bon pour amener cette équipe du Pays de Galles vers le Grand Chelem. Oui, mais à l'époque du Grand Chelem, c'était pas la même équipe aussi. En termes de joueurs, il y avait beaucoup plus de stars, de talents. Là, il manque cruellement de talent dans cette équipe. Alors, tu as des bons joueurs. Je pense à Van White, c'est pas mal. Je pense aussi à Josh Adams, à Rio Dyer. Ça, c'est du très bon talent. Mais le banc, il est extrêmement faible. Et puis, ouais, il te manque des joueurs importants quoi, dans cette équipe du Pays de Galles. Ce que j'ai aimé du côté du Pays de Galles, les zones de ruck, c'est vraiment un domaine où ils ont été meilleurs que nous. Nous, on a perdu 3 rucks et on a eu du mal. Parfois, dans les rucks de plus de 6 secondes, il y a eu un petit peu trop de ballons de plus de 6 secondes. Et on a perdu un ball voilà, dans cette zone-là. On a été en difficulté. On a été aussi parfois sanctionné. Et je trouve que le Pays de Galles a toujours réussi à être propre dans ce domaine-là. Les diagonales jeu au pied qui nous ont mis vraiment en difficulté. Alors, c'était un truc qu'avaient repéré les Sud-Africains. C'est pas les seuls à avoir fait ça. Mais c'est vrai que ça nous a mis un petit peu en difficulté dans ce domaine-là. On poursuit dans l'analyse de ce match avec également du côté de cette équipe du Pays de Galles. Donc ces diagonales jeu au pied qui nous ont mis en difficulté parce que c'est pas un domaine où on est bon, c'est pas un domaine qu'on apprécie, même si je trouve qu'avec Biel Barré on a une progression dans ce domaine-là parce que je trouve qu'il a été très performant, notamment défensivement. Et puis ils ont été, je trouve, en difficulté, notamment sur l'organisation défensive. L'organisation offensive et l'organisation défensive n'a pas été parfaite. Il y avait un peu de trous. La défense n'était pas intraitable. Et puis la défense qui a été prise trop souvent de vitesse. Alors certes, on a eu des éclairs un petit peu de génie, notamment cette Chistera de 40 mètres en diagonale. T'as aussi le petit jeu au pied à un moment qui nous permet d'obtenir une touche dans les 5 mètres gallois. On le fait à 2 reprises, mais à un moment c'est vraiment un très bon coup de pied avec Biel Barré qui arrive à faire la bonne action. Et on a été très bon dans ce domaine-là, l'impact physique. Puis je trouve que c'est une équipe qui est naïve. À certains moments, elle se fait aspirer complètement défensivement en 2-3 actions. Et je trouve que c'est une équipe qui est trop naïve, qui manque tout simplement de talent. Parce que oui, tu as 4-5 joueurs qui sont pas mauvais. Mais en dehors de ces 4-5 joueurs-là, derrière, c'est un peu le vide. C'est un peu compliqué. Et en plus, quand tu as un de tes bons joueurs qui passe à côté de sa rencontre, Costello en fin de match, la deuxième, les 20 dernières minutes de jeu de Costello sont vraiment pas bonnes. Tu rends une partition qui est pas exceptionnelle, malgré le fait que tu aies réussi à utiliser les espaces en première mi-temps dans la défense française. Oui, mais c'est 1-2 actions individuelles. C'est pas vraiment du jeu collectif. Offensivement, collectivement, c'est un peu le néant aussi. Il n'y a pas grand chose qui marche du côté de cette équipe galloise. Je m'attendais pas à un écart aussi important parce qu'on a à peu près le même écart que l'année dernière. Sauf que je m'étais dit, on arrive avec une équipe galloise qui sort quand même d'une Coupe du Monde qui a plutôt été intéressante, même si ils ont aussi subi une élimination face à l'Argentine, où ils passent un petit peu à côté des 60 dernières minutes du match. Mais je trouve qu'ils avaient fait des 50 dernières minutes du match, je trouve qu'ils avaient fait une prestation qui était intéressante sur la dernière Coupe du Monde. Là, je ne retrouve absolument pas ce que j'avais vu de la dernière Coupe du Monde. Donc c'est vraiment un échec monumental, je trouve, du côté du Pays de Galles sur cette rencontre.
L'équipe de France, bah, on a retrouvé un jeu offensif. On a retrouvé un jeu offensif. Le problème, c'était pas que Lucu, pour moi. Le problème, c'était collectivement. Il manquait plein de choses. De toute manière, c'est pas que le remplacement de Lucu qui a apporté. Je pense que De Porter, par exemple, a été très bon aussi. Et c'est pas que Nolan Le Garec. Moi, beaucoup Nolan Le Garec en avant parce qu'il a fait des très bonnes choses, mais il y a aussi l'arrivée de Porter. Il y a un Damien Penaud qui a fait aussi un grand match pour moi. Et puis, tu as une équipe qui retrouve un peu d'allant, quoi. Tout simplement. Ça, Méafou et Flamand, je trouve que ça a très très bien marché en deuxième ligne. Et on a eu des actions qui étaient intéressantes, même si parfois c'était un peu la fête du slip. C'est-à-dire que ça manquait un peu de cadre, mais on a retrouvé un peu de folie quoi, dans le jeu français, ce qui manquait cruellement sur les 3 premiers matchs, et je dirais même sur une partie de la Coupe du Monde, où ça nous avait manqué sur les matchs importants. On n'a pas été suffisamment bon sur les premiers plaquages. C'est ce qui permet énormément aux Gallois de marquer les essais en première mi-temps, parce qu'on rate beaucoup de premiers plaquages qui créent d'énormes espaces. Que ça soit en première mi-temps, je pense même en deuxième mi-temps, à un moment Lucky aussi a raté un premier plaquage. Il y a eu trop de premiers plaquages manqués. Alors, j'ai pas regardé en défense. En plaquage, on est pourtant à 90%, mais les 13 plaquages qu'on a manqués, bah, c'était des plaquages importants. C'était des plaquages importants où on passe un petit peu à côté. Trop d'en avant aussi, en termes de discipline. Voilà, c'est un domaine où on a fait des erreurs. On a fait beaucoup d'en avant, ce qui est dommage, parce que bah, ça nous fait perdre des ballons. Encore une fois, des petits soucis sur le soutien qui n'arrive pas suffisamment vite. Et puis, ce que j'ai pas aimé aussi, c'est en début de deuxième mi-temps, on a du mal à redémarrer la machine. J'ai eu l'impression vraiment que physiquement, on avait un petit coup de bambou sur la tête. Ça a été difficile à redémarrer, à relancer la machine. Aussi parce qu'on avait des joueurs qui n'avaient pas l'habitude du niveau international, il faut le dire. Ça a joué. Qu'un Thibaut Flamand avait 20 minutes dans les pattes ou 30 minutes dans les pattes, je ne sais plus, avec Toulouse. Donc il y a quelques joueurs comme ça qui n'étaient pas au top de leurs conditions. Mais on a eu du mal à relancer la machine très clairement en début de deuxième mi-temps. Donc heureusement le Pays de Galles n'a pas su en profiter à ce moment-là. Mais ça aurait pu nous mettre en difficulté. Et puis un petit manque de réalisme aussi, hein, ça c'est toujours le problème de cette équipe de France. C'est-à-dire qu'on va souvent dans les 22 mètres adverses, sauf qu'on n'arrive pas à marquer suffisamment de points, parce que on domine vraiment les Gallois. Hein. On a 20 minutes en attaque contre 15 minutes du côté de nos adversaires. Mais on a eu voilà, 10 pertes de balles, ça c'est énorme. 11 erreurs de main, ça c'est beaucoup. Surtout, on a dans les 22 mètres, dans les moments importants, on n'a pas été suffisamment réaliste. Donc ça, c'est vraiment un domaine où on doit retravailler là-dessus parce qu'il faut qu'on progresse. C'était déjà notre problème face à l'Afrique du Sud, c'était notre problème pendant la dernière Coupe du Monde sur certains matchs. Là, ça a encore été un souci, donc il faut vraiment qu'on améliore ça, le fait d'être beaucoup plus réaliste sur le match. Et puis faire attention voilà, physiquement. Le jeu au pied a été très bon. Encore une fois, il y a eu des très bonnes inspirations de Le Garec, mais je trouve également Ramos a été très performant dans ce domaine-là. Les chandelles de Biarré sont quand même excellentes aussi. Donc il y a eu des très très bonnes choses au niveau jeu au pied, que ça soit aussi récupération du jeu au pied, et puis on a vu enfin un peu d'organisation offensive. Alors c'était pas parfait, il y a des moments où c'était un peu la fête du slip, mais c'était bien mieux que sur les autres matchs. Et surtout les ballons sortaient plus vite. Ça, c'est la différence entre Lucu et je pense et Le Garec. C'est que Le Garec a voulu faire jouer beaucoup plus vite que Maxime Lucu. Où je voulais voir la différence sur les zones de ruck. Oui, tu vois, pourcentage de ruck de 0 à 3 secondes. 90% pour Le Garec. Ça, c'est énorme. C'est une très belle stat pour lui. Donc, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire des rucks très... Alors, attends, non, j'ai une statistique... Je pense que ma statistique est fausse. Parce que j'ai 90 et après, j'ai 20%. Donc, je pense que oui, il y a une erreur sur les rucks.
Ouais, voilà, là c'est mieux au niveau des rucks. Du côté de ce match-là, je suis à 64-36 en 0,3 secondes et 4 à 6 secondes, je suis à 20%. Donc c'est vraiment, ça va mieux quand même dans ce domaine-là. Il y a 10% d'écart entre ce qu'a fait le Pays de Galles et ce qu'a fait l'équipe de France sur les rucks d'en dessous de 3 secondes. Et ça, je pense que c'est Le Garec qui a apporté ça. L'apport de Le Garec a été important sur ce match. C'est pas parce que je considère que c'est pas que Le Garec qui a apporté ce renouveau un petit peu sur ce match-là de l'équipe de France, mais faut pas sous-estimer quand même ce qu'a fait Le Garec. Mais pour moi, il y a d'autres joueurs qui ont réalisé aussi un grand match. Du côté du Pays de Galles, en flop, j'ai mis Costello. Complètement sorti de son match. Complètement sorti de son match, comme ça avait été le cas sur la première rencontre face au Pays de Galles, où il était passé complètement à côté aussi au bout un quart d'heure, 20 minutes de jeu. Au niveau international, tu peux pas avoir ces sauts de concentration à ce niveau-là, donc ça leur a coûté très cher. Donc Costello, ouais, pas une très grande rencontre. Et puis en plus d'ailleurs, parce qu'il a fait mal à cette équipe de France, c'est un joueur qui reste très efficace, qui sait saisir les opportunités, hein. Il marque quand même le premier essai. Donc il a été très très bon. J'aurais pu mettre également Thomas Williams, qui est également un joueur de qualité, mais je trouve que voilà, du côté de Sam Costello, c'était pas parfait. Et puis du côté de l'équipe de France en plus, alors j'ai mis Penaud, j'ai trouvé très bon sur ce match-là. Vous savez, j'avais été assez critique avec lui face à l'Irlande, je l'avais pas trouvé bon. Là, je l'ai trouvé vraiment très bien. Mais sur un match aussi, on a dominé. Je trouve qu'il est toujours. Il a du mal quand on domine pas, je trouve, Penaud. Mais j'aurais pu mettre encore une fois Le Garec. J'aurais pu mettre Ramos aussi. Je trouve très bon à l'ouverture, Ramos. Alors, le problème, c'est qu'on a Ntamak, normalement, à ce poste-là. Mais bon, ça pourrait faire réfléchir à des stratégies. C'est-à-dire, au lieu de mettre un remplaçant pour Ntamak, pourquoi pas essayer de jouer pendant 60 minutes avec Ntamak au poste d'ouvreur, et puis ensuite mettre Ramos sur les 20 dernières minutes des rencontres et changer plutôt l'arrière. Donc ça aurait pu être, voilà, ça, je trouve, bien marché, et je pense que certains devraient s'inquiéter de leur possibilité de revenir en équipe de France quand on voit ce qu'a fait Ramos sur ce match-là. Et puis deux porteurs. J'ai trouvé deux porteurs très très bons. Très très bons. Pour moi, j'aurais presque mis plus de porteurs que Le Garec en plus. Pour tout vous dire. J'ai trouvé Nicolas Deporter très 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 bon sur ce match. Chapeau. Et j'ai mis en flopounet Olivon. Je trouve qu'il a du mal pour gratter les ballons. C'est un domaine où on était très fort auparavant, et avec la nouvelle règle, il ne faut pas mettre les mains au sol, il faut mettre les mains sur le ballon et bon, pas perdre l'équilibre comme avant. Je trouve qu'il a beaucoup de mal avec cette règle-là, parce que c'était un joueur qui avait tendance à mettre souvent les mains au sol puis récupérer le ballon, ce qui n'est plus autorisé par les nouvelles règles. Et je trouve que depuis l'année dernière, il n'a pas réussi à s'adapter à ça, donc il gratte plus autant de ballons qu'auparavant. C'est pour ça que je mets en léger flopounet, parce qu'il a encore essayé, Olivon, mais il n'a pas réussi à le faire. Et à plusieurs reprises, tu vois pourquoi il n'arrive pas à le faire, parce que soit il touche les mains au sol, soit parce que il essaye, mais il perd l'équilibre un peu trop facilement. Donc ça, c'est, je pense, un domaine où il faudrait qu'on arrive à progresser avec Charles Olivon, qui était l'un des meilleurs dans ce domaine-là. Mais Nicolas Deporter, moi, j'ai bien aimé. Puis ça a bien marché avec Gaël Ficou en plus. C'est vrai que certains reprochaient d'anti-Ficou, ça marchait pas. Moi, je trouve que Deporter-Ficou, là, ça a très bien marché, parce qu'on a vu Ficou également beaucoup plus que dans d'autres matchs. Donc, non, je trouve que Deporter a apporté beaucoup, beaucoup de bien à cette équipe de France. Bon, on regarde tout de suite le classement et le programme de la dernière journée. On regarde tout de suite le programme de cette dernière journée du tournoi des 6 Nations. 3 matchs qui auront lieu samedi, le 16 mars, dans la même journée. On commencera à 15h15 avec Pays de Galles, Italie. On aura ensuite Irlande-Écosse à 17h45 pour finir au Groupama Stadium avec France-Angleterre. Ça sera 21h. L'avantage aussi d'avoir un match à 21h, c'est qu'on n'a plus le match à 13h30, qui était très tôt dans l'après-midi, le premier match de la journée. Donc ça permet d'avoir des matchs à des heures un peu plus intéressantes pour les téléspectateurs. Pour le moment, au niveau du classement de ce tournoi des 6 Nations, vous voyez, l'Irlande est en tête avec 16 points, c'est-à-dire 4 points d'avance sur l'Angleterre. Donc l'Irlande n'a toujours pas remporté ce tournoi des 6 Nations. On retrouve ensuite l'Écosse et la France. La France qui peut
prendre la deuxième place de ce tournoi Destination. La victoire, il faudrait avoir les adversaires qui perdent et surtout faire une victoire bonifiée face à la France et que l'Irlande ne prenne pas de points. Donc ça semble quand même compliqué. On retrouve ensuite l'Italie 5e et puis le Pays de Galles 6e du côté de ce tournoi des 6 nations. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!